Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et je suis très heureuse aujourd'hui car j'ai François Bousquet avec moi en studio. Bonjour Clémence. On progresse depuis le début de l'année parce qu'au début on était au téléphone un peu lointain, ouais. Ensuite on a eu l'honneur de vous avoir à l'image et maintenant je vous ai en vrai. Voilà, 19e, 20e siècle et 21e. Voilà, C'est ça, tout ça en si peu de temps, François Bousquet. Alors je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la revue Léman et directeur de la Nouvelle Librairie. Et aujourd'hui vous nous parlez de Giorgia Meloni, élue femme du match. Oui, exact. Veni, vidi, vici. Meloni, Giorgia de son prénom, qui a revêtu dimanche soir la pourpre impériale dans une ville, Rome, qui a vu défiler plus de triomphes qu'aucune autre. Mais pour la première fois, c'est une femme qui trônait sur le char. Ce qui aurait dû combler d'aise des féministes maussades à qui les Italiens ont épargné l'éternel retour de la masculinité toxique sous les traits d'une pâle copie de Benito Mussolini ou d'un clone défectueux de Jules César, dont les mauvaises langues disaient pourtant qu'il était un peu bi. Le mari de toutes les femmes et la femme de tous les maris, selon la formule consacrée. Giorgia Meloni, elle, est la mère de tous les Italiens. La super mama aux formes généreuses qu'elle n'hésite pas à mettre en scène, comme dans la petite vidéo qu'elle a postée sur TikTok ce week-end, où elle s'exhibe avec un melon dans chaque main à hauteur des seins. Faisait-elle allusion à sa poitrine ou à son nom de famille, pluriel de melon, Meloni? Alors, melon ou mamelon, telle est la question. L'attrait sexuel des cucurbitacées n'étant pas clairement attesté par les chambres d'agriculture, on peut supposer que, poitrine en avant, Meloni renouait plutôt avec les mythes romains de la fécondité, Cérès en particulier la Déméter des Romains adulée de la plèbe. Rome a inventé la formule du pain et des jeux. L'Italie de Silvio Berlusconi, qui ressemble de plus en plus au passage au Joker avec son sourire figé jusqu'aux oreilles, l'Italie de Berlusconi en a livré la variante moderne, des seins et des jeux. Son colisée, c'est la télé et les émissions olé olé du Cavalière, adepte des soirées bunga bunga. C'est dans cette Italie que Meloni a grandi. Rien de nouveau, vous me direz, sous le soleil italien, c'était déjà l'Italie de Federico Fellini et de ses plantureuses créatures. Elle aussi est venue, elle aussi a vu, elle aussi a vaincu. Rien n'a pu endiguer la détermination des Italiens, ni le classique chantage de l'UE, en la personne d'Ursula von der Leyen, à la tête des Pfizer Division, de Big Pharma, ni les clowneries de BHL à la raille entre deux séances photos sur le front ukrainien, sur les heures les plus sombres. L'UE, aujourd'hui, ce n'est plus que deux choses, le chantage à la dette et le chantage aux droits de l'homme. Bruxelles dit en substance au pays du Club Med, et l'Italie fait partie. Avec des pays du Club Med, avec une dette souveraine au-dessus de 150% du PIB. L'UE dit la chose suivante. Si vous ne brandissez pas tapageusement la bannière des fiertés LGBT, et si vous ne satisfaites pas votre quota de migrants, alors la Banque Centrale Européenne ne vous aidera peut-être pas. À l'abri derrière le mur de l'argent, les élites réclament des ponts. Les peuples ne l'entendent pas de cette oreille. Eux, c'est le mur de l'argent qu'ils veulent abattre, et un mur de migrants qu'ils veulent dresser. Voilà le message que les Italiens ont envoyé dimanche à Bruxelles en plaçant Meloni en tête. Ce n'est pas elle qui a marché sur Rome, c'est l'Italie qui a marché jusqu'à elle. Elle arrive au pouvoir sans le passif du gouvernement Mario Draghi, vieux caïman, desséché, champion de la confusion privée-publique, le banquier d'affaires devenu banquier central, le vice-président de Goldman Sachs devenu président du Conseil italien. Meloni est un ovni. D'ailleurs, Meloni plus ovni égale Melovni. Elle a commencé la politique à 15 ans au MSI, le mouvement social italien d'inspiration fasciste, mais qui s'apprêtait à rejoindre Berlusconi. Voilà pour le fascisme et le post-fascisme. Très peu de choses finalement. Ce qui n'empêche pas les imbéciles d'agiter l'épouvantail d'un antifascisme sénile et gériatrique. Nécrophiles, ils fouillent les poubelles de l'histoire et reviennent de leur traque, qui avec un poil de nez de Hitler et qui avec la dent creuse de Mussolini. Pas fasciste, mais populiste. C'est autre chose. Idéologiquement caméléon, le populisme se reconfigure en permanence. Il est une des réponses à la société du spectacle à qui il emprunte ses codes, mais pour les détourner. C'est un processus de désintermédiation. En tant que tel, il passe par-dessus et par-dessous les médiations traditionnelles. Une tribune, un tribun. Nul besoin de prescripteurs institutionnels. Le populisme est un art de l'interpellation doublé d'une prédisposition psychologique. Soit un tempérament sanguin, éruptif, sonore, qui rompent avec la rhétorique politique classique. Les tweets de Trump, les boutades de Jean-Marie Le Pen, les phrases chocs de Meloni. Les mots fusent d'ailleurs dans sa bouche. C'est un crépitement verbal. Tac, tac, tac. Il y a autant de populisme que d'expériences populistes. Le populisme peut être indifférent, libéral, antilibéral, souverainiste, identitaire, de gauche, de droite ni de gauche, agraire ou industriel, et même
post-industrielle. On en est réduit à en dresser la phénoménologie comme on ferait un inventaire à l'après-vert, ou on dresserait un plateau de fromage. Il y en a pour tous les goûts, au lait cru, au lait pasteurisé, à la pâte cuite, à la pâte mode, du fait maison et de l'industriel. Mais à la fin, c'est quand même du fromage. À chaque pays les siens. En Autriche, le populisme s'habille en Loden tyrolien. En Italie, il s'affiche en tifoso avec Salvini. Il porte soutane en Pologne et en Espagne. En France, c'est un sans-culotte avec béret et bretelles. En Amérique, un entrepreneur de spectacle. En Hongrie, une sorte de boyard, plus ou moins féodal. Avec Mélanie, qui a les rondeurs qui manquent à la ligne Zemmour, le populisme s'affiche en jupon et en Wonderbra. Si la forme chez Mélanie est résolument populiste, et c'est elle qui est, électoralement parlant, déterminante, le fond est conservateur. Je suis Georgia, je suis une femme, je suis une mère, je suis chrétienne. Chez elle, la jupe et les soutiens-gorge sont les habits neufs du conservatisme. Mélanie a dépoussiéré le modèle du monsieur à redingote, très à la mode dans le garde-robe du conservatisme. Avec elle, on entre au cœur du renouveau conservateur en Europe. La Hongrie d'Orban, la Pologne de droit et justice. Fratelli d'Italia siège du reste au Parlement européen avec le groupe des conservateurs et réformistes, pas avec le RN et la Ligue. Adoubé par Steve Bannon, Mélanie est atlantiste, ce qui la distingue ici aussi de Salvini et de Marine. Son orientation politique fait penser au mot de Guy Mollet qui disait du PCF qu'il n'était pas à gauche, mais à l'est. Eh bien, Mélanie est à l'ouest. Ce n'est pourtant pas là que le soleil se lève, mais qu'importe. Ce qui, en revanche, nous explique que c'est une libérale à tout crin, se fourre le doigt dans l'œil. D'un, ce n'est pas parce que vous voulez baisser la fiscalité des familles et des entreprises que vous êtes une disciple de Milton Friedman. De deux, Mélanie s'adresse à l'Italie qui décroche, aux petites retraites, aux ménages déclassés, aux travailleurs indépendants, aux producteurs modestes et aux industriels qui ont la tête sous l'eau. De trois, parce que son libéralisme, si libéralisme il devrait y avoir, sera protectionniste. Elle a été élue pour protéger les Italiens. Son tour de force, c'est d'avoir mis en musique électorale l'hymne italien, Fratelli d'Italia. Aussi simple que cela. Il faut parler nation aux nations, surtout par avis de tempête. Les crises nous le rappellent à tous les coups. Le monde se replie alors en direction de l'espace domestique et de l'espace national. Le chez-soi et le chez-nous. Fût-il vieux jeu, ce sont là les deux niveaux de pertinence et de décision plébiscité à peu près partout. Rien de surprenant. C'est là où les solidarités concrètes se nouent qu'elles s'avèrent les plus agissantes. Le foyer et le pays délimitent à leur niveau la frontière, le dedans et le dehors, l'ici et l'ailleurs, qui jouent chacun à leur manière la dialectique du même et de l'autre, de l'identité et de l'altérité, de l'ami et de l'ennemi. L'espace privé est le cadre de la propriété domestique. L'espace public, celui de la souveraineté nationale. Inclusion à l'intérieur, exclusion à l'extérieur. La frontière est la première ligne de défense. Et elle fonctionne comme un barrage filtrant. C'est plus vrai encore pour les catégories populaires qui ont voté Mélanie. Leur seul actif est le territoire, disait Régis Debray dans son éloge des frontières, et ça serait bien de ne pas l'oublier. Eh bien, vous nous faites une magnifique transition, François Bousquet, avec le livre de Didier Lemaire que nous allons recevoir tout de suite, Petite philosophie de la nation. Alors, jusqu'où va la nation et est-ce qu'elle entraîne forcément au nationalisme ? C'est également une question que pose Didier Lemaire, qu'on reçoit tout de suite. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.